Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous feel good tous les dimanches jusqu'à 13h avec plein de nouvelles rubriques, des conseils, des astuces. Vous le savez, nous sommes là pour vous aider avec au sommaire, David. Eh bien, au sommaire, il n'y a pas d'âge pour oser en parler. Saviez-vous que chaque année, un tiers des victimes de féminicide ont plus de 60 ans ? Eh bien, c'est un chiffre honteux que l'État nous cache. Mais pourquoi il nous le cache ? Eh bien, on va tout vous dire. Il n'y a pas d'âge pour s'informer. On s'intéresse aujourd'hui aux achats groupés, un excellent moyen de faire des économies avec UFC Que Choisir. Il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule contre les lenteurs de l'instruction judiciaire dans les affaires de viol. Nous serons avec l'une des femmes ayant porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor. Attention, révélation. Il n'y a pas d'âge pour s'entraider. Nous allons vous faire découvrir la clownerie, une très très belle association qui amène de la joie de vivre et du rire dans les maisons de retraite et dans les EHPAD grâce à des clowns qui viennent passer la journée avec les résidents. Les calendriers de l'Avent en cosmétique font un carton. Et bien cette année, certaines marques de luxe peuvent même les vendre jusqu'à 600 €. On va essayer de comprendre ce phénomène. Et puis on va vous donner les meilleurs plans parce qu'il n'y a pas de raison de payer 600 €. Absolument. Et nous vous ferons découvrir notre coup de cœur de la semaine, Curious, le tout nouveau spectacle du Cirque du Soleil. Il n'y a pas d'âge pour voyager. Vous voulez rêver avec nous ? Installez-vous confortablement dans votre canapé. On vous emmène en Polynésie. Et l'invité qui ne fait pas son âge comme d'habitude chaque dimanche, eh bien cette semaine, c'est la pétillante Véronique Jeunesse qui nous revient sur la scène du Théâtre de Passy dans la comédie Révélation. On a tous un jardin secret et des révélations, il y en a. Sud Radio, y a pas d'âge. Si je vous dis que plus d'un tiers des femmes qui sont tuées chaque année en France par leur mari, leur compagnon ou ex-compagnon ont plus de 60 ans, vous allez me dire que je dis n'importe quoi. Eh bien, c'est vrai. Ces femmes victimes de plus de 60 ans sont ce qu'on appelle une statistique honteuse. Un chiffre dont on ne parle pas. Le féminicide, ça n'est pas une affaire de jeunesse, mais c'est un mal qui gangrène tous les âges de la société et de plus en plus de femmes de plus de 60 ans, voire de plus de 80 ans. Des femmes qui, bien souvent, sont des victimes silencieuses de longue date. Pour parler de ce fléau, nous recevons aujourd'hui Françoise Brier, qui est la directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Les 8 et 9 novembre dernier, en 24 heures, on a recensé 3 féminicides de femmes de plus de 80 ans. Ce que je voudrais savoir, Françoise, c'est quelle volonté voyez-vous derrière le fait de cacher que les femmes de plus de 60 ans sont victimes de féminicide ? Alors, je pense pas que ce soit une volonté de cacher, mais la question des femmes plus âgées et de la maltraitance d'une façon générale aux personnes âgées, voilà, il y a un sujet qui commence à émerger en tous les cas et qui génère aussi, je dirais, moins d'intérêt, c'est vrai, mais qui n'est pas caché. Je pense que nous, associations de terrain, nous savons que ces femmes sont victimes de violences et de maltraitance. Nous les écoutons aussi au 3919. Je pense que voilà, mais il y a une question aussi de repérage de ces femmes âgées victimes de violences par les professionnels qui sont souvent en charge des soins au domicile. Et puis voilà, elles sont beaucoup plus isolées parce que plus âgées. Et donc ce sont des éléments voilà dont qu'il faut prendre en compte. Et on a évidemment une énorme marge de manœuvre pour faire en sorte que on puisse faire reculer ces violences à l'encontre de ces femmes et puis trouver des solutions. Et quand je dis qu'elles sont cachées, c'est-à-dire que les pouvoirs publics en parlent pas et effectivement la presse, quand elle parle de féminicide, ne cite pas effectivement ces femmes. Tout à fait, on voit bien que les médias s'intéressent moins, en tous les cas, à ces femmes plus âgées et que ça reste un sujet voilà, qui est encore compliqué à aborder. En tous les cas, nous, dans nos plaidoyers, c'est vrai qu'on essaye aussi d'avancer des propositions, en tous les cas, et des demandes. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une meilleure prise en compte de ces violences, mais ça reste encore, évidemment, comme vous le soulignez, très insuffisant. Et pour les femmes avec qui vous êtes en contact, elles vous appellent à l'aide et vous êtes face à des violences qui sont des violences anciennes ou des violences qui sont finalement assez récentes ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que il faut pas, je pense, se cacher derrière la question de la maladie. Je pense que les femmes qui appellent sont des femmes qui sont victimes de violences, pour certaines depuis très longtemps, depuis 30 ans. Hein, si on revient en arrière, 30, 40 ans, c'est vrai que c'était pas un sujet aussi débattu qu'aujourd'hui et un sujet moins politique, moins médiatisé. Donc, les femmes aussi de cet âge commencent à se saisir aussi des lignes d'écoute nationales comme le 3919. Elles appellent. On a à peu près, parmi les femmes, 3,2% de femmes de plus de 70 ans qui nous appellent. Donc, ça reste quand même probablement en deçà
du nombre de femmes réellement victimes. Donc il faut faire connaître le numéro à ces femmes âgées. Elles nous parlent de ces violences très anciennes, qu'elles vivent au domicile depuis très longtemps, pour lesquelles elles n'ont jamais osé s'exprimer. Voilà. Et puis on a des femmes aussi qui viennent vivre des violences de plus en plus fortes, surtout. Je dirais pas elles apparaissent au moment de l'âge. Je pense que c'est des violences qui souvent préexistaient à ces questions de retraite ou d'avancée dans l'âge. Oui, parce que vous venez de le dire, Françoise, vous venez de mettre en avant le troisième mobile invoqué par les meurtriers, qui est celui de la maladie. On peut quand même pas imaginer que c'est un facteur qui peut à lui seul expliquer ou justifier un passage à l'acte dans un pays où la médecine est élaborée. Tout à fait. Je pense que la question de la maladie, c'est souvent comme d'autres excuses. Je pense que la maladie n'a rien à voir finalement dans les féminicides. Si une femme âgée est malade, eh bien, il y a la possibilité d'avoir des soins. Il y a la possibilité aussi, si la personne, enfin l'homme qui vit avec elle est en difficulté, de pouvoir s'adresser aussi à des structures qui peuvent aider dans ce cadre de ces personnes qui sont aidants finalement de ces femmes. Mais souvent, je pense que c'est un facteur supplémentaire. C'est-à-dire que souvent, il y avait des violences préexistantes et que ce passage à l'acte n'est pas évidemment dû à la maladie. C'est comme l'alcoolisme. C'est pas parce que les personnes ont des addictions à l'alcool qu'ils vont être particulièrement, enfin, ils vont être violents. C'est-à-dire que ça favorise le passage à l'acte, mais ce n'est pas la raison des violences et souvent c'est très préexistant à ces questions. Une des raisons aussi, ça peut être le fait, au moment de la retraite, de se retrouver les yeux dans les yeux. S'il y avait déjà un terrain, on va dire, sensible, c'est vrai que le fait de se retrouver à deux, s'il y a des tensions au sein du couple, ça peut amener effectivement à une certaine violence, voire malheureusement parfois au meurtre. Tout à fait, c'est-à-dire que la question de vivre et d'être en face à face par rapport à la personne qui agresse... On ne trouve pas facilement sa place dans le foyer, en fait. Et je pense que le retour au domicile, évidemment, est un facteur où les personnes vont se retrouver donc tous les jours ensemble et donc avec des excuses aussi et des passages à l'acte beaucoup plus fréquents. Ils existaient certainement auparavant et là, évidemment, ils vont se répéter, vont être de plus en plus violents. Donc, et puis, il n'y a pas cette possibilité pour les femmes, justement, qui sont en activité professionnelle, de sortir du domicile et de se retrouver sur leur lieu de travail, ou pour les conjoints violents, d'être absents en tous les cas pendant un moment de la journée. Et c'est vrai que nous, on le remarque, c'est-à-dire que les femmes appellent, par exemple, beaucoup entre 9h et 18h, au moment où soit elles sont dans leur activité professionnelle, ou soit le moment où leur conjoint violent n'est plus au domicile. Donc évidemment, on voit que ce face-à-face permanent va évidemment favoriser en tous les cas les passages à l'acte les plus graves. Françoise Brié, alors n'oublions pas les autres victimes de féminicide. En 2020, il y a 125 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex. En 2021, 145 femmes et en 2022, 118. Et là, pour 2023, le chiffre est quand même déjà très avancé. Est-ce que 3 ans après le Grenelle des violences conjugales qui avait lieu en 2019, est-ce qu'il y a eu de véritables avancées pour protéger les victimes de violences conjugales et empêcher les féminicides ? Alors, il y a eu des avancées. Je pense qu'il y a eu des avancées législatives. Maintenant, il faut appliquer les lois. Nous, ce qu'on note, c'est que les lois sont encore insuffisamment appliquées et parce que aussi le parcours judiciaire des femmes est très complexe parce que les tribunaux sont très engorgés. Donc, il faut absolument donner des moyens à ces nouveaux pôles spécialisés qui vont être mis en place. Je pense que ça nécessite évidemment des moyens importants pour que le nombre de plaintes classées sans suite baisse, parce qu'on voit 70% de plaintes classées sans suite, ce n'est pas admissible. De même, il faut des équipes d'enquêteurs, d'enquêtrices qui soient en plus grand nombre pour pouvoir justement assurer les enquêtes de voisinage de proximité, pour pouvoir recevoir les victimes dans le temps nécessaire. Enfin, on voit que de toute façon, c'est un phénomène de masse. Donc, il faut aussi qu'on ait les moyens au niveau justement de cette application des lois des tribunaux pour que les parcours judiciaires soient beaucoup plus facilités. Puis derrière, il y a évidemment eu des augmentations de places d'hébergement, on l'a souligné. C'est vrai qu'il y a eu un effort de fait, mais ça reste encore en deçà des besoins. Et sur certains
certaines zones, je pense à des zones très peuplées ou même en zone rurale où on a insuffisamment de place encore d'hébergement pour assurer des mises en sécurité des femmes. Donc voilà, donc de toute façon... Parce que c'est pas facile quand même de partir quand on est seul avec une petite retraite et qu'on n'a pas beaucoup d'argent. La décision, elle n'est pas si simple que ça. Merci énormément d'avoir été avec nous, Françoise Brié, d'avoir partagé le combat que vous menez pour aider ces femmes vulnérables. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes, un réseau de 81 associations qui partout en France accueillent, accompagnent et hébergent les femmes victimes de violences et leurs enfants. Et si vous avez besoin d'aide ou si surtout une de vos proches en a besoin, faites le 3919 ou allez sur le www.solidaritéfemmes au pluriel.org. www.solidaritéfemmes.org. Merci Françoise. Sud Radio, y a pas d'âge. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio. Dans un instant, Y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule. Nous allons vous faire écouter un extrait du coup de gueule que nous avons passé ce matin contre les lenteurs de l'instruction judiciaire dans les affaires de viol. Nous serons avec l'une des femmes ayant porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor. Attention aux révélations. Mais tout de suite, dans Y a pas d'âge pour s'informer, Catherine, je crois que nous allons parler des achats groupés qui nous permettent de faire des économies substantielles. Absolument, nous venons d'avoir un exemple flagrant avec les ordres d'achat groupés d'électricité proposés par UFC Que Choisir, qui s'est terminé le 15 novembre dernier par un franc succès, il faut le dire. 130 000 souscripteurs ont bénéficié de cette offre qui leur permet de faire jusqu'à 160 € d'économie sur l'année, ce qui, en période d'inflation, évidemment, est une somme. Renforcer le pouvoir d'achat des Français grâce aux offres d'achat groupés pourrait être une initiative efficace. Bonjour Cédric Musso. Bonjour. Vous êtes directeur de l'action politique à UFC Que Choisir. Quels sont les domaines dans lesquels on peut faire une offre d'achat groupée efficace en dehors de l'énergie ? Alors, en dehors de l'énergie, les achats groupés sont utiles dès lors qu'il y a une concurrence qui peut jouer, qui peut être profitable aux consommateurs et que ceux-ci restent fidèles à leur opérateur, alors même qu'en changeant d'opérateur, très simplement, ils pourraient avoir des économies. Et donc, je pense au système au secteur des assurances, oui, des complémentaires santé, assurance auto, assurance habitation. Il y a toute une série de secteurs dans lesquels les achats groupés permettent de libérer du pouvoir d'achat pour l'ensemble des consommateurs. D'accord. Et alors, quand on fait un achat groupé, est-ce qu'il y a des points auxquels il faut faire attention et puis est-ce qu'on peut avoir des mauvaises surprises ? Alors, s'agissant des achats groupés, il faut effectivement prêter attention aux caractéristiques de l'offre. Typiquement, dans le domaine de l'énergie, bien souvent, on vous allège avec des pourcentages de réduction, mais il faut bien regarder si l'offre est à prix fixe ou à prix indexé, parce que si l'offre est indexée au tarif réglementé, typiquement, le pourcentage de réduction variera en fonction de l'évolution du tarif réglementé. Très concrètement, une offre à moins 15% par rapport au tarif réglementé d'électricité qui doit augmenter de 10% en février, va fondre comme neige au soleil et votre moins 15 va se transformer en 5%. Là où typiquement notre offre qui était à moins 12 à prix fixe, elle sera bonifiée à moins 22% en février prochain. D'accord. Et alors, parce que ça arrive parfois qu'on rencontre un problème ou qu'on ait une réclamation à faire, le fait d'être en achat groupé, c'est plus facile ou plus compliqué ? Alors, ça dépend. Typiquement, les campagnes énergie moins chère ensemble reposent sur un double volet, l'intérêt financier, mais également la sécurité juridique, avec un contrat client qui est plus protecteur que ceux qui sont classiquement proposés, et vous bénéficiez de l'accompagnement de la Fédération UFC Que Choisir en cas d'éventuelle réclamation. Donc, le volet sécurité juridique est inclus, en tout cas, dans notre opération d'achat groupé. Ça, c'est Très génial. bien. Est-ce qu'il y a des domaines où l'achat groupé est très intéressant et auxquels un consommateur comme moi n'y penserait pas ? On en revient toujours sur le sujet de l'énergie. Clairement, dans le domaine de l'énergie, jusqu'à une époque récente, bon nombre de consommateurs ignoraient qu'ils avaient la possibilité de changer de fournisseur. Ils pensaient qu'ils étaient contraints de rester auprès des fournisseurs historiques, EDF pour l'électricité et Engie pour le gaz, alors même qu'il pouvait y avoir de significatives économies. L'opération énergie moins chère ensemble qui vient de se terminer, vous avez souligné 160 € par souscripteur, 130 000 souscripteurs, donc on a libéré en une opération 21 millions d'euros de pouvoir d'achat. C'est énorme. C'est énorme, absolument. Et vous êtes en train de faire une tentative sur le gaz, je crois ?
Alors justement, sur le gaz, on regarde parce que bon nombre de consommateurs ont regretté que ce ne soit pas sur les deux énergies, mais sur le gaz, on attend le moment où les prix sur les marchés de gros seront suffisamment attractifs pour pouvoir garantir une offre à prix fixe long terme qui permette une véritable sécurité tarifaire sur la durée. Bon, bah, écoutez, mais si on a abandonné sur l'énergie, on a une campagne qui court toujours sur le fuel. Là encore, vous pouvez faire d'importantes économies par rapport à vos livraisons de fuel, sachant que le prix du fuel varie en fonction du cours du pétrole. Et donc, j'invite vos auditeurs à aller sur choisirsonfuel.fr. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces précisions, Cédric Musso. Je vous en prie. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Et maintenant, David, nous allons écouter un extrait du coup de gueule que vous avez passé ce matin contre les lenteurs de l'instruction judiciaire dans les affaires de viol. Et nous serons avec l'une des femmes ayant porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor. Pour parler de ce calvaire, nous recevons aujourd'hui Emmanuelle Dancourt, journaliste et présidente de MeToo Média. Bonjour Emmanuelle Dancourt. Bonjour David. Bonjour. Alors Emmanuelle, aujourd'hui, 1021 jours après le dépôt de plainte pour viol de Florence Porcel, quel est le nombre des victimes qui déclarent avoir été violées par Patrick Poivre d'Arvor et qui ont eu le courage de porter plainte ? Eh bien, ce sont près de 50 personnes qui se sont adressées spontanément aux autorités, c'est-à-dire à la police, à la gendarmerie ou en écrivant directement au procureur, parce qu'on peut porter plainte de cette manière. Sur ces 50 personnes, nous avons 24 plaintes, 12 plaintes pour viol, dont un viol sur mineur, 8 plaintes pour agression sexuelle, je fais partie de ces 8 plaintes, et 4 plaintes pour harcèlement sexuel. Et toutes les autres personnes, toutes les autres femmes, ce sont des témoignages, des femmes à qui il est arrivé des comportements problématiques ou qui ont été témoins de quelque chose à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor. Alors, combien de ces plaintes ne sont pas prescrites et font l'objet d'une enquête judiciaire ? Alors, il y a 2 grosses plaintes. Il y en a une troisième pour harcèlement qui n'est pas prescrite, mais harcèlement, c'est compliqué. Donc, on a vraiment la plainte de Florence Porcel qui porte sur 2 viols, un en 2014, un en 2019, sachant que les avocats de Florence Porcel ont réussi, entre guillemets, à faire déprescrire le premier viol qui était prescrit. Donc aujourd'hui, la justice, dans le cadre d'une enquête dédiée à Florence Porcel, est en train d'enquêter sur ces 2 viols. Et puis, il y a une plainte pour agression sexuelle, non prescrite aussi, et cette plaignante a été confrontée à Patrick Poivre d'Arvor, c'est la seule jusqu'ici. C'était le 6 juillet de cette année, 2023. Elle a été confrontée à Patrick Poivre d'Arvor. Et depuis, on attend de savoir ce qui va se passer dans le cadre de ces 2 plaintes. Parce qu'en fait, on n'a pas de nouvelles. Mais il n'y a aucune mise en examen de Patrick Poivre d'Arvor. Et là où je voudrais pousser un coup de gueule, c'est que Patrick Poivre d'Arvor, il faut quand même le savoir, David, lui aussi a porté plainte. Il a attaqué 17 femmes, dont je fais partie, en dénonciation calomnieuse, et 8 journalistes en diffamation. Et dans ce cadre-là, il y a eu quand même, les 8 journalistes ont tous été mis en examen. Alors lui, de son côté, ça marche. Du côté à nous, pas du tout. Mais de son côté à lui, ça marche. Non, justement, on va revenir à vous. Est-ce qu'à l'inverse d'un Nicolas Hulot ou d'un Olivier Duhamel qui se terrent dans leur résidence secondaire suite aux plaintes qu'ils ont eues, est-ce que le fait que Patrick Poivre d'Arvor s'affiche publiquement, est-ce que c'est une humiliation supplémentaire pour vous toutes ? Une humiliation, un affront, une incompréhension aussi, c'est vraiment l'impunité au grand jour. Il faut savoir que Patrick Poivre d'Arvor vit dans un très bel hôtel particulier à Neuilly, dans la banlieue parisienne. Il a sa maison en Bretagne. Il s'affiche aux terrasses de café. Il s'affiche dans les avant-premières de cinéma, de théâtre. Mais en fait, l'humiliation, c'est qu'il est très soutenu en réalité. Bien sûr que le grand public a compris qui il était, les médias ont compris qui il était, mais de manière discrète, cachée, il est extrêmement soutenu. Il y a encore des festivals de littérature qui l'invitent, alors ils ne le mettent plus à l'affiche, mais ils l'invitent discrètement quand même dans un château, dans un grand hôtel, pour qu'il soit là quand même. Il est quand même invité dans des tonnes de soirées. Et voilà, et on nous dit non mais il faut arrêter avec l'affaire Patrick Poivre d'Arvor, c'est juste un gros dragueur, un gros lourdeau. Des gens qui n'ont pas envie de croire les victimes, qui sont dans le déni, ou alors qui comprennent et qui n'ont pas envie de couper leur lien avec lui, et qui continuent de lui faire vivre une vie sociale. Alors, Emmanuelle, dans les affaires de viol, seulement 10% des victimes ont le courage de porter plainte. 99% des affaires sont classées sans suite, et seulement 1% des bourreaux sont condamnés. C'est vraiment une drôle d'équation par rapport à la justice. En quoi la justice française actuelle n'est-elle pas pour vous adaptée pour soutenir les victimes de viol ou de violences sexuelles ?
J'ai envie de dire en tout. D'abord, on a une justice en France qui est très patriarcale, qui n'est pas formée sur les violences sexistes et sexuelles. Nous, on est, toutes les associations féministes, on est très admiratives. Je vais juste prendre un exemple parce qu'on en parle beaucoup, mais de l'exemple de l'Espagne, qui a su se refonder complètement pour accueillir et traiter rapidement les cas de, comme on dit, VSS, violences sexistes et sexuelles. Après, on dit souvent la justice n'a pas de moyens, la police, la gendarmerie n'a pas de moyens. Il y a quand même des choses qui avancent dans le sens où la formation est bien meilleure pour les gendarmes et les policiers. Il y a notamment 150 000 policiers et gendarmes qui ont été formés et 85% des plaignantes sont satisfaites de la façon dont on les prend en charge en gendarmerie. Donc il y a vraiment un énorme mieux dans la façon dont déjà on est reçu dans les commissariats, dans les gendarmeries. C'est pas encore parfait, mais il y a un énorme mieux. Mais après, pour celles qui osent aller en justice, parce que c'est des années, c'est de l'argent, pour celles qui osent, quand elles voient que leurs plaintes sont classées sans suite la plupart du temps, puis alors en plus, les prédateurs, dès qu'ils sont classés sans suite, ils disent « Regardez, j'ai été blanchi ». Mais c'est pas du tout un blanchiment d'être classé sans suite. C'est juste que la justice n'a pas croit la victime. La justice croit la victime, mais n'a pas les moyens d'aller au procès. Il n'y a pas assez de preuves. On appelle ça des preuves liquides, il n'y a pas assez de preuves, parce qu'en plus, on a tendance à détruire les preuves, nous, très souvent, pour se débarrasser. On reviendra ensemble dans un autre coup de gueule, parce que je sais que vous êtes actuellement au sein de MeToo Média en train de travailler sur une nouvelle loi pour faire évoluer les choses. Merci énormément, Emmanuelle Dancourt, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes une des femmes qui a osé porter plainte pour viol ou agression sexuelle contre Patrick Poivre d'Arvor et que vous êtes la présidente de MeToo Média. Et rappelons-le, elles sont 50 femmes, près de 50 femmes à avoir eu le courage de porter plainte contre un serial violeur, présumé innocent à ce jour. Elles s'appellent Florence, Hélène, Cécile. Elles pourraient être notre sœur, notre mère, notre grand-mère ou une amie. Et non, ces femmes ne sont pas des hystériques avides de notoriété. Elles sont tout simplement des femmes courageuses qui osent crier haut et fort ce que beaucoup de femmes ont peur de chuchoter. Jean-Marie, on se retrouve tout à l'heure pour une émission Y'a pas d'âge à midi, placée sous le signe. On va vous permettre de faire des économies avec UFC Que Choisir qui lance des offres groupées. Nous allons aborder un sujet qui nous touche tous. Un tiers des victimes de féminicide ont plus de 60 ans. Un chiffre honteux que l'État nous cache. Mais pourquoi ? Eh bien, on va tout vous dire pourquoi il le cache. Et Véronique Jeunesse sera avec nous. À tout à l'heure à midi. Sud Radio, Y'a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, Y'a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y'a pas d'âge, comme chaque dimanche entre 12h et 13h sur Sud Radio. Dans un instant, vous découvrirez notre coup de cœur de la semaine, Curious, le tout nouveau et époustouflant spectacle du Cirque du Soleil. Mais tout de suite, David, dans Y'a pas d'âge pour s'entraider et rire, vous allez nous faire découvrir une très très belle association qui amène de la joie de vivre et du rire dans les maisons de retraite et les EHPAD, ça fait du bien. Mais oui, Catherine, si je vous disais que l'autre jour, j'ai croisé un clown en rendant visite à une amie qui vit dans un EHPAD, est-ce que vous me croiriez ? Pourquoi pas ? Ah, bah écoutez, eh bien c'est la vérité. Ben oui, c'est la vérité. J'ai croisé Salivette Pimpon et Dolores, qui sont deux clowns aux vêtements colorés, qui déambulent dans les couloirs des maisons de retraite afin d'interagir avec les résidents. Des résidents qui, grâce aux clowns, retrouvent un peu de leur âme d'enfant et oublient pour beaucoup les tracas d'une fin de vie pas souvent drôle. Cette très très belle initiative, on la doit à l'association La Clownerie. Et pour vous la faire découvrir, nous recevons aujourd'hui Marie Jolion, sa fondatrice. Bonjour Marie Jolion. Oui, bonjour David, bonjour Catherine. Bonjour, alors Marie Jolion, vous êtes Salivette Pimpon, un clown qui erre dans les couloirs et dans les chambres des EHPAD et des maisons de retraite. Qu'apporte le clown dans une maison de retraite, Marie ? Et puis surtout, est-ce qu'il a le pouvoir de casser tous les verrous des pensionnaires récalcitrants ou qui se morfondent ? Eh bien, oui, bonjour à tous. En effet, nous partons du principe que le rire est bénéfique pour la santé, puisqu'il nous permet de sécréter différentes hormones et de mieux respirer, de se sentir plus joyeux. Donc, nous, les clowns hospitaliers, on intervient régulièrement, dans les EHPAD
partenaires pour venir rencontrer les résidents qui sont les plus isolés et qui viennent peu en animation, voilà, pour leur donner une petite bouffée d'air, de ludisme, d'amusement, de fantaisie, beaucoup de musique aussi nous accompagne dans ces rencontres qui sont à la fois authentiques et très chaleureuses la plupart du temps. Alors j'imagine que chaque jour est très différent, mais comment se déroule une journée d'intervention des clowns dans un EHPAD ? Qu'est-ce qu'il y a comme animation ? Alors en général, on arrive dès le matin, assez tôt. On a besoin de faire des transmissions pour avoir un peu la température du service et surtout de l'état de santé des résidents qu'on va aller rencontrer en priorité. Donc on rencontre l'équipe de soins, ensuite on va se changer et puis se costumer en personnage. Et là on intervient le matin et on refait une intervention l'après-midi. Voilà, donc ça dure une grosse journée avec des clowns dans les couloirs, les lieux de vie, mais on fait beaucoup de chambre en chambre. On va nous-mêmes à la rencontre des résidents dans leur chambre, voilà. Et alors, vous proposez des animations musicales, des blagues, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, en général, oui, on a toujours des supports musicaux. On est tous musiciens, là, dans l'équipe. Et donc, voilà, différents instruments. Moi, je joue de la clarinette, des percussions au washboard. On a beaucoup de chansons, de la flûte traversière. Et donc, c'est très musical déjà pour s'annoncer, pour rendre un petit peu les résidents curieux. Et hop, on les voit sortir le nez de leur chambre, se venir dans les couloirs. Et puis, après, chaque rencontre est différente. C'est donc de l'improvisation, clownesque, burlesque. Évidemment, le but, c'est de faire rire ou au moins sourire. Bien. Et donc, on a plusieurs accessoires. On peut faire des scénettes sur mesure au moment présent. Voilà. Et alors, j'imagine que vous avez un rythme qui vous est imposé, mais est-ce qu'il y a des structures dans lesquelles vous intervenez plusieurs fois par mois, par exemple ? Parce que j'imagine que c'est un petit personnage attachant, donc les résidents doivent s'attacher à vous ? Oui, c'est ça. En général, on intervient une fois par mois dans les établissements sur l'année. Et il y a des cloches derrière moi. C'est pas grave. Donc en général c'est mensuel et oui, les résidents commencent à s'habituer à notre venue, nous attendent, nous reconnaissent d'une fois à l'autre pour ceux qui sont pas trop déments, on va dire. Et donc oui, les voilà, les voilà, c'est nos petits miracles. Ce matin, on nous a dit voilà nos deux amours. Donc on commence à avoir des liens avec certains, c'est ça qui est formidable. Écoutez, merci beaucoup en tout cas Marie Jolion, Salivette Pimpon pour le bonheur que vous apportez à nos aînés en amenant des clowns dans les maisons de retraite. On sait combien cette période de la vie n'est pas facile. La clownerie fait partie de ces initiatives qui devraient être remboursées par la sécurité sociale. Évidemment. Par la sécurité sociale. Bien sûr. Alors, si vous voulez en savoir plus, surtout, faites appel à leur service. www.laclownerie.org. www.laclownerie.org. Merci Marie Jolion. Merci Marie. Merci à vous. Alors Catherine, qu'est-ce que je suis en train de voir là à l'horizon ? Est-ce que ça ne serait pas Ariane Goldet et vous-même qui arriviez avec les bras chargés de calendrier de l'Avent spécial beauté ? Absolument, il y en a pour tous les goûts. Nous sommes le 3 décembre. Alors attention, si vous êtes retardataire, le 3 décembre, depuis 2 jours, on ouvre des cases quand même. Oui. Vous n'avez pas encore fait vos achats, vous avez pas mal de choix encore, il faut le dire. Il y en a pour tous les budgets. Alors certaines marques proposent des calendriers extrêmement chers. Si on pense à Dior, Sisley, on est autour des 600 €. C'est incroyable. L'artisan parfumeur, 450 €. Au-delà du plaisir de découvrir chaque matin son petit cadeau, c'est vrai que, pour certaines marques, il faut avoir les moyens, mais sinon, on est plutôt autour des 60 €. Et nous sommes nombreux en amont de Noël, il faut le dire, à avoir envie de conserver cette âme d'enfant, même si elle a un certain coût. Mais comment, Ariane Goldet ? Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Ariane Goldet. Père Noël, dites-nous, comment expliquez-vous cet engouement pour les calendriers de l'Avent ? Écoutez, on se fait plaisir d'abord, c'est un petit plaisir quotidien. Pendant 25 jours, même quelquefois, il y a des calendriers qui vont jusqu'à 27 jours. Puis ensuite, je veux dire, si ça a du succès, c'est parce que les femmes y trouvent, les gens qui les achètent, ils trouvent leur compte. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un moyen de découvrir de nouveaux produits. Alors, vous avez 2 types de
de calendriers. Vous pouvez soit prendre des calendriers de l'Avent d'un distributeur. Je parle de Marionneau, de Nocibé, de Sephora, qui mélange les marques. Donc tous les jours, vous avez une surprise et une surprise de marque. Voilà. Et puis vous avez à côté de ça des calendriers qui sont d'une même marque. Par exemple, il y a Lancôme où tous les jours vous avez un produit Lancôme. Donc vous découvrez une marque que vous aimez. D'autres produits dans la marque ou une marque, vous avez toujours rêvé d'essayer Lancôme, vous connaissez pas bien, vous offrez ça. Sinon, les autres, c'est des vraies surprises. Et donc, pourquoi c'est une affaire? Parce que très souvent, le prix est inférieur à l'équivalent prix de revient. C'est-à-dire que ça vous coûte moins cher. Première chose. Alors, le consommateur, il trouve son intérêt, mais la marque aussi, parce que pour la marque, c'est une façon de faire sa promotion et de faire de la pub. Bien sûr. Alors, on n'a pas des vrais produits, des gros produits comme on achète, mais ce ne sont pas des échantillons, hein. C'est quand même ou des produits pour le voyage ou des produits de démonstration mais c'est pas le petit échantillon dans un petit. Vous voyez dans le petit. Les marques ont fait beaucoup d'efforts de ce côté-là. Ils ont agrandi pas mal. Oui, mais pourquoi ils font des efforts? Parce que les gens n'en veulent plus. Ouais. Les gens sont de plus en plus exigeants, c'est normal. Bah oui. Mais alors, justement, vous parliez du fait de découvrir une marque grâce à son calendrier de l'Avent. Est-ce que c'est quelque chose qui passionne les gens? Est-ce que les gens veulent avoir un approfondissement de découverte des produits des marques? Ben oui, parce que en fait, vous par exemple, je prends Sisley, je prends, il y en a chez Biotherm. Voilà, vous avez mis une crème de chez Biotherm. Bon, ben vous dites qu'est-ce qu'il fait d'autre? Parce que vous savez pas, vous n'allez pas acheter en gros pot, 3, 4, 5 produits qui vont vous coûter quand même assez cher. Vous essayez, vous dites, elle me convient pas, j'aime pas l'odeur, j'aime pas ceci. Donc en fait, c'est une façon de découvrir et de pas faire de bêtises après pour acheter n'importe quoi, parce que vous avez déjà essayé, et pendant plusieurs jours. Puis il y a un côté petit garçon, petite fille en ouvrant les petites cases. Vous jouez à la vendeuse, hein. Vous avez des plats, tous les patates, voilà, et donc c'est ça. Oui, et puis c'est vrai que souvent on achète des produits, on a parfois des produits qui peuvent ne pas nous aller. Oui, vous aimez pas. Voilà, alors ça, c'est pour les calendriers de l'Avent. Donc je vous dis que vous faites très souvent des affaires. En plus, j'ai regardé, en ce moment, comme on est début décembre, il y a 20 à 30% sur les calendriers de l'Avent. Mais oui, il faut foncer ce week-end. Non seulement vous faites une affaire, mais en plus vous avez une petite remise. Même une grosse pour certains, ça peut aller jusqu'à 50% de remise. Oui, parce que il faut bien les donc là, ça y est, ça a commencé. Oui, ça a commencé. Regardez sur les sites. Merci beaucoup Ariane Goldet pour ce bon plan et merci de nous avoir fait découvrir ces calendriers de l'Avent qui vont nous permettre de prendre soin de nous et d'être rayonnants en toutes circonstances. Vraiment plaisir. Moi, j'en veux un pour les cheveux. Alors, pour les cheveux, il y en a un peu. Catherine, maintenant, je crois que vous avez un coup de cœur à nous faire découvrir et que vous nous emmenez au cirque, non? Mais un cirque, j'ai vu un spectacle exceptionnel. Franchement, je vous le conseille à tous les deux. Curious, le dernier né du Cirque du Soleil, actuellement à Château, sur l'île des Impressionnistes, jusqu'au 15 janvier 2024, et ensuite ils seront en tournée dans toute la France. Curious, c'est un spectacle où se mêle la performance technique, la beauté des décors, des costumes, le tout sur un fond de poésie. Le spectacle est vraiment très poétique, c'est très 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 beau. Ça fait du bien. Vous allez mettre votre vie un petit peu entre parenthèses pendant 2 heures, plonger dans le cabinet de curiosité avec un chercheur attachant qui cherche un univers secret qui serait caché. On se retrouve face à des personnages étranges mais qui déploient une énergie et une technique d'une précision incroyable. Les numéros circassiens sont excellents. Moi, je vous en cite un. Le monde inversé. Il y a un mec qui monte, il empile des chaises les unes sur les autres. Il monte dessus pour essayer d'attraper un chandelier qui est monté en haut, au ciel. Oui. Et donc, il va retrouver son double en haut qui va venir à sa rencontre sur ces chaises inversées pour lui descendre le chandelier. Il y a des prouesses techniques qui sont incroyable, c'est magnifique. Donc ne passez pas à côté du Cirque du Soleil avec le spectacle Curious. Ils étaient absents depuis 2019, donc on est particulièrement heureux de les retrouver à Château sur l'île des Impressionnistes jusqu'au 14 janvier, ils ont augmenté, et en tournée dans toute la France en 2024. www.cirquedusoleil.com. Plein de packs sont proposés. Merci beaucoup Catherine, et nous sommes ensemble jusqu'à 13h, et dans un instant on vous emmène en Polynésie. Vous allez voir une eau turquoise à 26 degrés, un rêve, et nous retrouverons là toujours et surprenante et pétillante Véronique Jeunesse qui sera avec nous.
Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme chaque dimanche jusqu'à 13h sur Sud Radio. Avant de retrouver notre invitée de la semaine, la toujours surprenante et survoltée Véronique Jeunesse, je crois, Catherine, que vous avez décidé de nous emmener en voyage en France. Mais une France faite de palmiers, de sable blanc et d'une eau turquoise à 26 degrés toute l'année. Mais en plus, si c'est vrai, il y a vraiment une destination où je rêve d'aller. C'est vraiment celle-ci. Je vous emmène. Alors oui, en France. À Mulhouse. Surtout. En Polynésie. Non, mais franchement, un peu. La Polynésie vous ouvre ses bras, des îles uniques, des paysages paradisiaques. Vous y êtes allé, Ariane Goldet? Non. La gentillesse des habitants, l'authenticité. Karine Vial, bonjour. Bonjour à tous, Yaonara. Ah, super. Alors, écoutez, Karine, s'il y a vraiment une destination où on a tous envie d'aller, c'est bien la Polynésie. Et vous êtes la spécialiste Polynésie pour Havas Voyage. Alors, est-ce qu'après plusieurs déplacements en Polynésie, vous diriez que c'est le voyage d'une vie? Faites-nous rêver. Effectivement, je confirme, c'est le voyage d'une vie. La Polynésie résonne comme une douce invitation au voyage. C'est un voyage qui s'anticipe et se planifie. Toutes les occasions sont bonnes pour découvrir la destination, des retrouvailles en famille, une découverte entre amis, un départ à la retraite, un voyage de noces ou tout simplement le plaisir de voyager. Le seul nom de Tahiti illumine le regard. Nous rêvons tous d'aller une fois dans notre vie en Polynésie. Ces îles fascinent par leur beauté et éveillent en nous le paradis sur Terre. De Tahiti à Bora Bora, en passant par les Tuamotu, en faisant escale aux Marquises, je vous embarque aujourd'hui pour le bout du monde au milieu du Pacifique. Dès l'embarquement à Paris, l'équipage vous remet la fleur emblématique de la Polynésie, la fleur de tiare. Le doux parfum de cette fleur vous transporte. Ça y est, vous êtes dans l'ambiance. Après 20 heures de vol, vous êtes accueillis à l'aéroport international de Ta'afa'a avec un collier de fleurs et au son du ukulélé. Rien que ça, déjà, je suis partie. Sa végétation luxuriante, ses eaux transparentes et turquoises, le monoï, la destination s'offre à vous et le rêve se concrétise. Et alors, Karine, est-ce que c'est un voyage qui nous emmène les pieds dans le sable au bord de l'eau ou est-ce qu'il y a des choses à visiter, à voir pour les plus curieux ? Alors, il y a un éventail de choses à faire. Derrière ces 5 archipels et ces 118 îles se cache un monde, un peuple, une histoire et une culture. Découvrir la Polynésie, c'est vivre des émotions à chaque instant. Les Polynésiens sont accueillants, adorables. Ils vivent au rythme de la nature et dansent au battement des traditions. C'est vraiment les traditions qui vous parlent. C'est un endroit où vous pouvez ressentir cette énergie qui nous entoure et les Polynésiens appellent le mana. C'est une force spirituelle. Toute la partie, les danses tahitiennes, l'artisanat local, la culture du tatouage sont vraiment ancrés dans le patrimoine culturel et historique de la Polynésie française. Et alors, vous avez titillé ma curiosité hier en me parlant des marquises. Vous avez l'air de dire que s'il y a vraiment un endroit à ne pas manquer, ce sont les marquises. Racontez-nous les marquises. Pourquoi si spécial ? Alors, c'est un voyage effectivement extraordinaire. J'ai eu le privilège de découvrir les marquises à bord de l'Aranui. Pendant cette croisière, vous êtes en immersion avec l'équipage du bateau et les marquisiens. Découvrir les marquises, c'est découvrir une beauté naturelle sauvage et intacte, vraiment préservée. Imaginez-vous au milieu du Pacifique et devant vous des montagnes, du relief et une végétation luxuriante. Il y a des forêts de cocotiers, c'est juste éblouissant. Lors de ce voyage, j'ai vraiment eu l'impression de rentrer dans les entrailles de la Terre. J'en garde un souvenir mémorable. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Karine Vial, de nous avoir emmenés en Polynésie, de nous avoir fait voyager, d'avoir partagé toute cette authenticité avec nous. Si jamais vous êtes séduit par ce que vient de dire Karine, vous pouvez la joindre chez Havas Voyage et puis vous occuperez de tout pour nos auditeurs, Karine, s'ils veulent y aller. Et bien sûr, c'est vraiment une expérience incroyable, fantastique. Tous les hébergements vous permettent de combiner à des budgets vraiment très corrects, aussi bien des pensions de famille, une expérience sur un bungalow sur pilotis. Ça, c'est bien alors on vous appelle et vous occupez de tout pour tout le monde. Merci Karine. Merci Karine.
n'hésitez pas. À bientôt, merci. Et maintenant, David, comme tous les dimanches sur Sud Radio, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité. Aujourd'hui, il s'agit de la pétillante Véronique Jeunesse, qui est, depuis hier soir, sur la scène du Théâtre de Passy, à Paris, aux côtés de Daniel Rousseau dans la pièce Révélation. On a tous un jardin secret. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous. Bonjour Véronique Jeunesse. Bonjour. Bonjour. Ben, écoute, alors, Comment ça va? ben, vous allez bien depuis hier soir? Ouais, super bien. Bon. Bravo, magnifique. Bon, bah écoutez, on est très heureux, mais ça vous le savez, de vous recevoir à chaque fois avec votre liberté de ton et votre joie de vivre, qui est terriblement communicative. Alors, je voudrais savoir, Véronique, pour pas dire de bêtises, je voudrais que ça soit vous qui me racontiez la pièce. Et elle raconte quoi, cette comédie survitaminée, et qu'est-ce qui vous a poussé à accepter le rôle? Bon, ce qui m'a poussé d'abord pour en venir là, c'est parce que c'est super bien écrit. Et en lisant, on sait tout de suite, on voit tout de suite les punchlines, on voit tout de suite ce qu'on pourra en faire, on voit tout de suite les personnages. Moi, ça se dessine dans ma tête et très vite, j'ai envie de me dire, tiens, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Donc voilà, Jean-Luc Biel, il a écrit ça et c'est super bien écrit. Bon, le metteur en scène, à ce moment-là, quand je l'ai lu, je ne savais pas encore qui c'était exactement, mais il a été extrêmement bien choisi, Arnaud Lemort, hein, on le connaît, il fait des films, il fait plein de choses et il a fait une mise en scène très efficace. Et puis c'est l'histoire, c'est une histoire somme toute assez simple, c'est une histoire de famille. Ouais. Donc c'est deux parents, deux enfants. Leur fille a demandé une réunion de famille parce qu'elle avait quelque chose à leur dire d'important. Voilà, une révélation à faire. Et voilà, ils arrivent. Mais enfin, il va s'avérer que au fur et à mesure de cette soirée, chacun va y aller de sa révélation qu'il a à faire, de plus en plus importante, je dirais d'ailleurs, et que voilà, ça va partir un petit peu en vrille, quoi, la soirée. Voilà, mais c'est une famille plutôt unie, plutôt sympathique. Très bienveillante quand même, très bienveillante. Très bienveillante et très drôle, très drôle, chacun ayant un caractère bien trempé, donc je trouve que c'est vraiment... enfin, les gens rient, c'est la meilleure... On peut pas vraiment savoir avant la présentation au public, mais une fois qu'on est devant le public et que le public est hilar du début à la fin de la pièce et sort aux anges et tout, voilà, on dit voilà, ça y est, c'est réussi, on est arrivé à notre but. Il faut dire qu'on est sorti avec Catherine avec la banane. Absolument. Et que c'est un joyeux bordel organisé. Parce qu'il y a une belle complicité entre vous quatre. Ah oui, c'est super, vraiment, moi, Daniel, c'est la deuxième pièce que je fais avec lui, que je le connais depuis longtemps. Les deux jeunes, je les connaissais pas, mais ils sont vraiment superbes, tous les deux dans leur style. Non, vraiment, je suis très contente. C'est vrai que chacun y va de sa révélation, même si cette famille a l'air d'être finalement une famille tout à fait normale. Il y a quand même des petites des révélations qui vont un peu bousculer les uns et les autres. Est-ce que c'est une façon en fait de peut-être de faire accepter certaines choses aux spectateurs? Ah, vous ne nous entendez plus? Allô? Oui. Je vous entendais plus, excusez-moi, oui. Allez-y. Est-ce que je disais que finalement, en y allant, chacun en y allant de sa révélation, on s'aperçoit qu'il y a quand même des petites révélations qui vont bousculer un peu les uns et les autres. Est-ce que c'est pas aussi une façon de faire passer des messages auprès du public et de rendre les gens peut-être plus tolérants dans certaines situations? Oui, effectivement, ça parle de tolérance quand même. Bon, la tolérance n'est pas toujours facile à mettre en pratique, hein, parce que même eux, ils passent par des moments comme ça où c'est dur à avaler quand même. Oui, absolument. Mais ça parle de sujets très actuels et effectivement, ça ouvre à la tolérance. Oui, l'acceptation de l'autre tel qu'il est finalement, et que l'amour est finalement la chose la plus importante, c'est-à-dire aimer l'autre tel qu'il est. Voilà, oui. Il y a pour accepter ses choix. Voilà, c'est tel qu'il est, pour accepter ses choix. Tant qu'il y a de l'amour, c'est plus facile à accepter. Absolument. Maintenant, je ne dirais pas que la tolérance, elle mérite de ne pas être intolérant. Enfin, il est difficile d'être tolérant avec l'intolérance, voilà. Mais alors, justement, vous me permettez de rebondir, parce que vous êtes une femme de conviction et de tolérance, et on vous prête, je trouve, beaucoup de prises de position, alors que vous les avez finalement pas vraiment exprimées, ou alors très brièvement. Non, mais c'est normal, c'est le monde dans lequel on vit. Je veux dire, c'est pas, on ne me prête que des choses qu'on a envie de me prêter pour servir son propre discours, donc c'est pas très très grave. Alors justement, on va pas prêter à d'autres discours. Qu'est-ce qui manque pour vous aujourd'hui pour que la France se redresse, Véronique Jeunesse? Qu'est-ce qu'il faut changer?
là là, mon Dieu, vraiment, si je le savais, j'aurais ouvert un compte. Non, mais c'est quoi? C'est l'amour, c'est le fait de se dire les choses, de ne pas cacher sous le tapis? Oui, je pense que l'amour, et la réciprocité. Justement, c'est ce que je vous disais, la tolérance. Moi, je suis pour la tolérance, mais on ne peut pas être, je veux dire, la tolérance n'a aucun effet quand l'intolérance est en face. Voilà. C'est-à-dire qu'on doit absolument imposer son point de vue. Alors pour moi, la tolérance, c'est pas de dire ça c'est interdit, c'est de dire, écoute, toi tu fais comme tu as envie, mais tu ne l'imposes pas aux autres, et on doit trouver une sorte de vecteur universel qui fait qu'on arrive tous à vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, c'est ce que j'exprime toujours, moi. Je trouve que la laïcité est un exemple formidable. C'est-à-dire que tout peut cohabiter, mais il faut quand même un point commun. Or, ça a été un peu dévoyé, c'est-à-dire qu'on essaye de faire que la laïcité devienne une sorte d'interdit en lui-même. C'est-à-dire, c'est pas un interdit, là, c'est accepté. Là, faut accepter tous les traditions du pays dans lequel on est. Faut accepter même les traditions des autres, pourquoi pas. Mais en fait, faut pas vouloir les imposer, c'est tout. Les imposer, c'est pour ça que moi je suis heureuse d'être dans un pays où on peut blasphémer, où on peut avoir la liberté d'expression, où on peut voilà. Maintenant, ça ne doit pas jamais passer par la violence, jamais passer par des mots qui tuent, jamais. Voilà, il y a un modus vivadus à trouver tous ensemble, et je pense qu'on peut y arriver, moi. Et entre gens intelligents. On espère en tout cas. On espère en tout cas. Moi, on va imposer son propre. Moi, on va poser au nôtre. Moi, il y a 30 ans ou 40 ans, quand je me promenais dans la rue, j'en avais rien à foutre de savoir la religion des gens, ce qu'ils votaient, j'en avais rien à foutre. Mais évidemment. La personne, je faisais un sourire, on se parlait et on vivait un moment de convivialité, ça me suffisait. Voilà. Bon, alors revenons au théâtre. Là, au théâtre, bon, vous faites une magnifique performance. Est-ce que vous auriez envie de refaire un seul en scène 14 ans après, Madame Butterlight? Oh ouais, je pourrais avoir envie, oui. Oui, je pourrais avoir envie. Ce serait... Bon, et ben alors on prend rendez-vous? Ouais, je vais l'écrire toute seule, là, moi je suis un peu feignasse. Eh ben écoute, alors je viens un week-end et on commence à l'écrire ensemble, si vous voulez. Voilà, j'amènerai les chouquettes et puis on fera ça. Non, ça serait absolument... En tous les cas, pour en revenir, on a fait un petit intermède comme ça, mais le vrai truc, c'est rire. Et moi, en ce moment, je pense qu'on a vraiment besoin de rire, et chez moi, on rit beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, on va venir vous voir et on rit, et votre duo avec Daniel Russo est absolument épatant, et on a l'impression que vous êtes vraiment mariés depuis 20 ans. Absolument. Vraiment, votre mari va être jaloux. Merci beaucoup Véronique. Merci, Véronique. Je rappelle que vous êtes sur scène du mardi au samedi au théâtre de Passy. Alors dans la comédie survitaminée Révélation, on a tous un jardin secret. Allez-y, sortez de chez vous, allez au théâtre, ça fait du bien de rire en ce moment, de se changer les idées, et les comédiens sont là pour ça et pour vous. Et vive le théâtre sur Sud Radio. On passe un super moment. Voilà, et puis j'ai fait un appel, on devrait vous confier un ministère de la tolérance, Véronique, pardon. Merci à vous tous de nous avoir suivis avec David. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche, une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Et on se retrouve dimanche prochain à 7h49 dans la matinale de Jean-Marie Bordry pour notre chronique Y'a pas d'âge pour pousser un coup de gueule, et entre 12h et 13h avec plein de nouveaux rendez-vous. Bon dimanche à tous. Bonne semaine. Sud Radio, Y'a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.